Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous vidéo et long format que Mediapart a décidé de consacrer au monde du travail. Un univers en miettes aujourd'hui, bouleversé par l'atomisation du salariat, les transformations de l'économie, les nouvelles techniques de management et aussi les remises en cause du droit du travail, une question que nous allons plus précisément aborder aujourd'hui. Chaque mois, nous avons décidé de recevoir à la fois des chercheurs, mais aussi des acteurs, professionnels, patronaux, syndicats, politiques, et également des travailleurs et des travailleuses pour décrypter ensemble les recompositions, mais aussi les décompositions de ce monde du travail aujourd'hui. Et pour inaugurer cette nouvelle petite collection vidéo que j'anime avec Rachida El Azouzi, qui est journaliste société à Mediapart. Bonjour Rachida. Bonjour Joseph. C'est Jean Auroux qui est notre premier invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de François Mitterrand, ancien ministre du Travail, et vous êtes le père des lois qui portent votre nom, les lois Auroux, qui ont révolutionné le droit du travail. Et pour ceux qui ne se souviendraient pas exactement de ce que contiennent ces lois votées donc en 1982, je vous propose un petit rappel en images à l'aide d'une archive INA. On peut distinguer trois aspects dans le projet de loi concernant le droit des travailleurs. 1. La négociation. Dans l'esprit du gouvernement, le renouveau des relations sociales dans l'entreprise passe d'abord par la fixation d'un rendez-vous. Une fois par an, les salariés et la direction d'une entreprise de plus de 50 personnes devront se rencontrer pour discuter ensemble de l'évolution des salaires, mais aussi, et c'est nouveau, de l'organisation du travail. À ce sujet, on note que l'obligation de négocier ne s'accompagne pas forcément d'une obligation de résultat. Deuxième aspect, le droit d'expression des travailleurs et leur représentation. Le projet de loi prévoit un droit individuel d'expression des travailleurs sur les lieux et pendant le temps de travail avec l'appui des organisations syndicales. Dans les entreprises employant plus de 200 personnes, un accord sur les modalités d'expression des salariés devrait intervenir dans les 6 mois après la promulgation de la loi. Serait également réaffirmé le droit pour les délégués syndicaux de circuler librement à l'intérieur de l'entreprise. Troisième aspect, l'extension ou la réaffirmation de règles déjà existantes. Ainsi, le comité d'hygiène et de sécurité, qui doit fusionner avec la commission d'amélioration des conditions de travail, verrait ses compétences augmentées. Le projet de loi prévoit enfin une définition plus précise de la sanction disciplinaire. Il faut, dit le ministre du Travail, sortir cette définition du flou et de l'arbitraire. Selon le gouvernement, les procédures ainsi mises en place auraient 3 objectifs. Le respect du rôle dirigeant du chef d'entreprise, la possibilité pour les salariés de devenir des partenaires informés et responsables, enfin, l'amélioration de la qualité des relations dans l'entreprise. Jean Auroux, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'ont été votées ces lois qui avaient considérablement modifié, transformé le droit du travail. Première question, est-ce que vous avez quand même l'impression depuis 30 ans d'assister à un détricotage constant de ces lois ? Ou c'est plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué, mais il y a une certaine érosion politique avec un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui remettent en cause la dynamique que j'avais essayé de créer avec 2 principes. La loi prenait en charge les fondamentaux qui concernaient tous les salariés et le développement de la politique contractuelle devait faire les ajustements, les évolutions négociées qui étaient nécessaires dans un monde en mutation. Et j'observe que si globalement les grands principes restent, on remet en cause progressivement un certain nombre de points qui fait qu'aujourd'hui le monde du travail ne se sent plus à l'aise dans notre société et c'est vraiment une grande question. D'ailleurs, on l'a vu dans les derniers résultats électoraux, le monde du travail ne se sent plus pris en compte comme j'avais pu le faire à ce moment-là. En précisant quand même un point, c'est que bon, si ces lois portent mon nom, en fait, j'ai toujours insisté pour que ce soit une coproduction législative et les partenaires sociaux, enfin surtout syndicaux évidemment, puisque le patronat de l'époque, le CNPF, considérait que j'allais... L'ancêtre du MEDEF. L'ancêtre du MEDEF considérait que j'allais mettre des soviets dans les entreprises. Par contre, le reste, nous avons travaillé avec les partenaires sociaux, les syndicats, qui ont apporté leur contribution. Et ce n'était pas la négociation sociale interprofessionnelle comme on l'a fait, c'était une autre démarche.
Mais il ne faut pas perdre de vue que quand je suis arrivé en 82, il y avait 23 ans qu'il n'y avait pas eu d'alternance politique. Il y avait 23 ans d'attente du monde du travail. Et c'est là que j'ai pu profiter de cette dynamique et de ce soutien plus ou moins enthousiaste des uns et des autres. La CGT ou FO était plutôt portée sur la loi. La CFDT était plutôt portée sur la politique contractuelle. Je crois que j'ai fait la synthèse entre ces deux aspirations. Je rappelle quand même que je leur avais proposé la cogestion ou la codétermination et que personne n'en a voulu à l'époque. Alors justement, cette histoire, Jean Roux, vous la racontez avec, dans un livre d'entretien avec Patrick Gobert, qui nous a mené jusqu'à nous, qui s'appelle Jean Roux, l'homme des lois. Quelle a été votre mission quand François Mitterrand vous appelle? Enfin, déjà, est-ce que vous êtes surpris pour vous nommer ministre du Travail? Et c'est quoi qu'il vous demande de faire? Alors, moi, j'étais surpris puisque j'avais même quitté la France pour aller dans ma ville jumelle après les élections de Mitterrand. Vous étiez maire de Roanne. J'étais maire de Roanne et j'allais dans une ville qui était passée à gauche en Espagne, qui s'appelle Guadalajara. Et c'est là que Bérégovoy, qui était secrétaire général de l'Élysée, m'a informé que le président voulait m'offrir le café le jour de sa prise de fonction, le 20 mai, en ajoutant, je crois qu'il ne va pas te proposer que le café. Mais moi, j'étais professeur depuis 15 ans, je faisais de la recherche pédagogique, et j'avais passé le concours d'inspecteur, donc je n'étais pas du tout dans une démarche de carrière politique, comme on dit. Et du coup, Mitterrand m'a appelé, et j'y suis allé, et il m'a dit qu'il avait pensé à moi pour le ministère du Travail. Je lui ai fait valoir que je n'étais pas juriste. Et il a eu cette réponse qui continue à trotter dans ma tête. Il m'a dit justement, je ne veux pas un juriste. Vous êtes le maire d'une ville ouvrière, le textile ou pour les femmes, les hommes dans la mécanique ou l'armement. Et ça m'a rappelé après, et il m'a dit, vous serez beaucoup plus libre et vous comprendrez mieux les choses que peut-être des spécialistes. Et il m'a dit, mais pour rédiger, vous trouverez des énarques, vous trouverez des gens, mais c'est vous qui sentez les choses. Et ça me rappelle l'observation de Léon Blum, qui était chef du gouvernement à l'époque, qui prend une décision, je ne me rappelle plus exactement laquelle, décision politique, et qui dit, ma décision est prise, faites entrer les juristes. C'est-à-dire que même le droit du travail, ce n'est pas uniquement une question de juriste. Bien sûr que non. Moi, j'ai toujours retenu cette idée, la politique, c'est elle qui décide, et les juristes, Mitterrand me l'avait dit, les juristes sont au service des choix politiques et pas l'inverse. Alors vous disiez qu'effectivement vous arrivez dans un contexte en 81, il n'y a pas eu d'alternance depuis plusieurs dizaines d'années. Là depuis ces plus de 30 années qui se sont écoulées depuis le vote de la loi, il y a eu des alternances entre la droite et la gauche. Est-ce qu'en termes de droit du travail, par rapport à ce que vous dites de ce détricotage, vous voyez encore aujourd'hui des différences ? Parce que là, c'est vrai que hier, il y a peu de temps, la remise en cause du CDI, avant loi Macron, on a l'impression qu'aujourd'hui, entre la gauche et la droite, ça devient illisible. Surtout, on va revenir parce qu'il y a une loi, il y a la loi, l'échec, les partenaires sociaux ont échoué à moderniser le dialogue social et le gouvernement reprend la main et s'apprête à légiférer. Entre autres, est prévu, en tout cas c'est ce que le MEDEF souhaite, c'est la disparition des CHSCT, ce que vous connaissez très bien puisque c'est les comités d'hygiène et de sécurité, c'est les lois. C'est un de mes enfants. C'est un de vos enfants. Et comme le rappelait Joseph, effectivement, donc lundi au lendemain des départementales, la dernière trouvaille du patronat reprise par Manuel Valls, le Premier ministre, c'est d'assouplir le contrat à durée indéterminée. On a l'impression que ça n'en finit pas, à la fois ce détricotage et surtout cette impression que la gauche, en particulier, enfin un gouvernement dit de gauche, fait tout pour anéantir la vie démocratique des institutions représentatives du personnel que vous avez contribué à créer et à faire vivre. Alors effectivement, moi je suis un démocrate et pour moi la démocratie c'est le partage de l'avoir, le partage du savoir et le partage du pouvoir. Or, dans notre pays, dans l'Europe en général, pour ne pas dire dans le monde, le pouvoir le moins partagé de tous, c'est le pouvoir économique. Et à défaut d'avoir la cogestion, la codétermination, j'ai essayé donc, en développant les institutions représentatives, d'introduire le maximum de démocratie dans l'entreprise.
mais aussi avec le souci de faire en sorte que la collectivité de travail soit plus solide qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on cherche de façon permanente à affaiblir le contrat de travail. Alors moi, je plaide, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les ministres du Travail de gauche. La démarche qu'avait initiée Sapin du dialogue social, s'il peut aboutir, eh bien, tant mieux. S'il ne peut pas aboutir, c'est aux politiques à reprendre la main. C'est ce que j'ai fait et je veux dire que là aussi, il y a une légitimité du suffrage universel qui n'est pas celle des partenaires sociaux, qui est au-dessus. Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi de démocratie sociale en France où on a cette façade, enfin François Hollande se fait le chantre de la démocratie sociale. Oui, mais la démocratie sociale, elle a ses limites. Elle a ses limites dans l'entreprise, elle a ses limites au niveau des branches, elle a ses limites au niveau interprofessionnel. Et les seuls généralistes de la société jusqu'à présent, c'est quand même les politiques. Donc moi je plaide que pour qu'on garde nos institutions représentatives, CE, CHSCT, délégués du personnel, qu'on garde les seuils de 50 salariés, je pense que là c'est une bonne démarche, et que peut-être pour les PME, on permette de regrouper ces deux institutions, mais en leur gardant les seuils d'existence et en gardant leurs prérogatives et leurs moyens. Pour le CDI, je souhaite qu'on n'y touche pas, parce qu'il y a déjà un grand nombre de souplesses dans la gestion des effectifs. D'abord, le CDI, c'est quand même pas une garantie absolue. C'est même plus la norme, puisque aujourd'hui, la plupart des contrats se font. En plus, sont des contrats flexibles, des CDD, des contrats d'intérim, etc. Absolument. Alors, vous avez tout cela. Vous avez la rupture conventionnelle. Oui, vous avez augmenté, qu'on connu une inflation complètement délirante. Exponentielle. Vous avez les CDD, vous avez le travail à temps partiel, vous avez même quelque chose que j'avais créé en 82, qui a été un peu oublié, qui s'appelle la modulation. La modulation, et oui, parce que dans ma ville, j'avais à la fois du textile et de l'agroalimentaire. On a notamment la plus grande fabrique en France de papillotes. C'est quand même très saisonnier. Et je peux comprendre, pour des activités saisonnières comme dans la mode, il y a des périodes, il y a des coups de feu, puis il y a des périodes plus tranquilles. Donc on peut moduler sur l'année. Et ça existe depuis 82. De même qu'il existe quelque chose qui est un peu perdu de vue, et je le rappelle aussi au MEDEF, qui n'arrête pas d'ajouter des souplesses à ce qui existe déjà. Il y a une formule qui est intelligente, que j'avais créée, qui s'appelle les groupements d'employeurs. Je pense que vous connaissez la formule, c'est-à-dire quand une PME, une entreprise a pas assez de travail pour un temps plein, elle fait appel avec d'autres de la même branche. Donc le salarié a un statut permanent et un seul employeur, qui est le groupement, mais il peut se déplacer d'une entreprise à l'autre. Donc il a un vrai travail. Donc il y a déjà énormément de souplesse et de flexibilité dans le monde du travail pour qu'on ne remette pas en cause le CDI, parce que c'est quand même, pour moi, un minimum, puisque Dieu sait s'il y a des licenciements à partir du CDI. Donc il y a des démarches, et je trouve actuellement les revendications du MEDEF tout à fait excessives et non fondées. Alors justement, pourquoi ces revendications du MEDEF, que vous avez tout à fait la légitimité de trouver non fondées, moi, je reviens un tout petit peu à ma question, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une tendance quand même au détricotage des lois que vous avez contribué à mener. Hein. Je suis bien conscient qu'elles portent votre nom, mais que ce n'est pas vous qui les avez faites seules. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez, là je parle à l'homme de gauche, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que aussi bien les gouvernements UMP que les gouvernements PS suivent l'agenda du MEDEF? On pouvait s'attendre à un peu plus de résistance. Et là, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme d'indistinction, si je raisonne en temps long, entre la gauche et la droite, par rapport à cet agenda du MEDEF? Alors, vous avez en partie raison. Moi, l'explication que je trouve, c'est qu'il y a une espèce de panique devant le chômage, et on est prêt à toute une série de concessions parce qu'on pense que l'initiative privée
va répondre aux questions du chômage. Et ça pose la question qui n'est pas vraiment débattue et qui n'est pas résolue par conséquent en France, c'est celle du statut de l'entreprise. Savez-vous qu'il n'y a pas de statut pour l'entreprise? Non. En France, à part, je mets de côté l'économie sociale, Scope, etc., mais l'actionnaire est géré par le code du commerce et le salarié par le code du travail et l'entreprise par rien. Et je fais partie des gens qui réfléchissons à définir un statut pour l'entreprise en tant que telle, dans lequel il y a la participation à la décision du capital et la participation à la décision du travail. Actuellement, c'est un système qui donne tous les pouvoirs au capital et très peu au travail. Et c'est là où il y a une difficulté qu'il faudra bien qu'on résolve, et notamment, la première qu'on devrait faire, c'est d'interdire à des gens qui spéculent, leur donner le statut d'actionnaire. Ils décident du destin des hommes et des territoires, alors qu'il reste parfois quelques heures avec les systèmes de spéculation électronique, quelques heures propriétaires des actions. C'est ahurissant. Donc l'actionnaire, ça devrait se mériter par l'engagement et par la durée. Pourtant, ce n'est pas du tout cette tendance-là qu'on observe, en tous les cas sous les ordres du ministère du Travail actuel. Vous qui avez donc notamment mis en œuvre ce grand programme social de la gauche avec la création de la 5e semaine de congés payés, les 39 heures, les semaines qui passent à 39 heures, payées 40, ou la retraite à 60 ans. Comment vous considérez aujourd'hui le gouvernement Valls et avant lui le gouvernement Ayrault qui bon, il y a eu une accélération, un virage libéral complètement assumé et pris par Manuel Valls et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui? Quel est votre regard sur cette politique qui est conduite? Et est-ce que vous avez même des contacts avec... J'ai des contacts avec le monde syndical, très peu avec le monde politique, avec les responsables politiques. Je fais passer des messages, mais je ne suis plus en fonction. Hein. Est-ce que vous avez fait passer récemment un message, par exemple, à François Rebsamen? Tout à fait. Et j'ai l'espoir de voir ces textes respecter les principes que je disais sur le maintien des CHSCT, des CE, de leurs moyens et des seuils. Je vais voir si il se tient à ces propositions. Bon, mais est-ce que vous voulez dire qu'il vient un peu vous voir en se disant bon là ça marche pas, peut-être qu'on va aller voir Il doit y avoir beaucoup de monde, mais je fais partie de ces gens qui rencontrent. Maintenant, jusqu'où ma parole peut porter, j'espère, il fallait souvent relayer quand même aussi, il y a une synchronisation avec le monde syndical. Parce qu'on se retrouve sur l'essentiel, mais je pense qu'il faut que ça serait une erreur je me demande si le patronat ne fait pas une erreur stratégique à force de demander des facilités. Ça prouve qu'ils ont de la peine à assumer leur fonction de chef d'entreprise. Ils l'ont revendiqué. Et ils revendiquent d'avoir la gestion de l'économie. Oui, mais ils trouvent une oreille. Dans les années 80, vous aussi, vous aviez un patronat aux abois agressif. Oui. Le parfum était... il flottait un parfum d'autogestion pourtant dans les usines, etc. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que des gages sont... c'est même pas on a l'impression, c'est de véritables gages qui sont donnés au patronat et rien aux salariés. Alors, je pense aussi qu'il faut que les salariés et les syndicats soient plus actifs que pour le moment. Là aussi, je sens... il peut y avoir des difficultés dans tel ou tel. Je les trouve pas assez capables de projets, de proposer, etc. Et ils sont toujours sur la défensive. Ça, c'est une faiblesse qu'il y a. J'ai une déception, je vous le dis, après mes lois, qui organisaient quand même, qui défendaient bien les salariés, qui organisaient la politique contractuelle. Je pensais qu'il allait y avoir des adhésions beaucoup plus massives à la vie syndicale. Ça a été le contraire. Et ça, c'est quand même un souci. Mais je pense aussi que le patronat fait une erreur stratégique parce qu'il donne un sentiment de faiblesse. Je vais prendre une image qui est peut-être un peu cruelle, et ils me font penser à du curling.
ils envoient la balle, mais il y a des gens qui balayent devant pour que ça aille au bout. Je veux dire, là aussi, la vie économique, ou comme la vie tout court, elle n'est pas aussi simple. Et il faut savoir aussi assumer des obstacles, confronter des difficultés, surtout quand on revendique ce pouvoir économique. Mais comment vous expliquez cette faiblesse des syndicats à la fois propositionnels et structurels? Justement, parce qu'en France, pour rebondir sur ce que dit Joseph, on a l'impression effectivement que la démocratie, enfin la négociation collective est un petit peu en panne, ou en tout cas il faudrait peut-être revoir son fonctionnement, parce que le syndicat qui signe, c'est un peu le faillot, le syndicat qui ne signe pas, c'est l'irresponsable, l'hibernatus. On est toujours dans une sorte de caricature, et en même temps les syndicats qui ne représentent plus aujourd'hui quasiment toute cette frange de salariés qui ne sont pas en CDI, donc tous ces salariés précaires qui travaillent de manière discontinue du fait de contrats... ah oui, de contrats précaires. De tous ces contrats précaires dont on parlait tout à l'heure. Alors, je pense qu'ils sont victimes, comme l'ensemble des formes de démocratie représentative, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient syndicales. On est dans un monde qui n'a jamais été aussi individualiste, matérialiste, et qui revendique l'immédiateté au-delà de toute autre considération. Je veux tout de suite et pour moi. Et les syndicats me disent, et les délégués syndicaux me disent, ça n'est pas facile parce que la démarche collective, l'intérêt collectif, d'autant plus que la société, l'entreprise, elle ne semble pas, ne montre pas que c'est un projet collectif partagé. Donc les gens conjuguent leurs phrases par je et leur démarche par je, et on n'emploie plus le nous. Et les syndicalistes me le disent. Vous savez, pour être syndicaliste aujourd'hui, il faut de la conviction et du courage. Hein. D'abord, vous avez des risques professionnels, vous avez des contraintes familiales, et ça n'est pas aussi simple. J'ai trouvé intéressant quand même ce qui a été décidé là sur la VAE syndicale, c'est-à-dire que si vous êtes syndiqué... Donc VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Oui, pardon. La validation des acquis d'expérience, c'est que si vous êtes syndicaliste, ça ne devrait plus vous pénaliser dans votre progression professionnelle. Mais c'est vrai que nous sommes dans une démocratie qui conteste aujourd'hui la pratique... La délégation de pouvoir, qu'elle soit syndicale ou politique. Donc ça, c'est un souci permanent et qui est utilisé par un patronat qui considère qu'il est de droit divin et que par conséquent, c'est lui qui est seul porteur du devenir, de l'avenir et du bien-être de l'entreprise. Alors que proposez-vous justement pour... Parce que l'heure n'est pas non plus au renforcement du rôle des salariés dans les entreprises. Au contraire, on est plutôt là, avec ce qui se trame, ou en tout cas... On attend de voir, mais la feuille de route dictée par le MEDEF, ce qui est quand même fou d'ailleurs en France, c'est quand même le MEDEF qui dicte l'agenda social, et la feuille de route, c'est lui qui écrit. C'est à partir de cette base-là, écrite par le MEDEF, que les partenaires sociaux, les syndicats réfléchissent. Donc ça, c'est quand même un peu Ah ben, ça, c'est une aberration, enfin une vraie question française. Mais quand on voit qu'en Allemagne, par exemple, il y a dans des grandes entreprises, des DRH qui ne sont pas nommés sans la participation des salariés, l'aval des salariés, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer, sachant que ce n'est pas du tout le credo actuel? Alors, en Allemagne, il ne faut pas oublier, parce que je ne suis pas de ceux qui se prosternent devant les lois Hartz, qui sont très controversés. Qui sont quand même pas si simples. Il y a des mini-jobs à 500 ou 600 euros. Et même la cogestion, c'est pour les très grandes entreprises, avec pouvoir prioritaire du chef d'entreprise. C'est quand même pas... Elles ont violenté les chômeurs. Bon, cela dit, je pense qu'il y a 2 ou 3 choses à faire. D'abord, il faut qu'on développe davantage tout ce qui est économie sociale. Ça correspond à une aspiration des nouvelles générations qui veulent participer à un projet collectif alimenté par le financement participatif. Enfin, il y a une demande aujourd'hui d'une autre forme d'entreprise que cette entreprise à moitié féodale et qui est là, le seigneur et les manants. Hein. Donc, il y a une autre démarche, il faut développer ça. Et puis après, dans les autres entreprises, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et j'essaye de comprendre pourquoi on doit renforcer, comment on peut le faire. Je reprends une de mes idées de base, c'était le droit d'expression.
C'est-à-dire qu'il faut, j'avais prévu que les gens puissent poser l'outil et parler de leur travail, de leurs conditions de travail, de la qualité du travail, de la qualité de vie au travail, de la qualité de vie autour de leur travail. Et donc, c'était le droit d'expression. On pose l'outil et on parle. Et j'avais employé une formule, l'entreprise ne doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Et ça n'a jamais été aussi vrai, parce que parler, c'est aussi d'abord parfois soulager des souffrances au travail, c'est aussi avoir une reconnaissance. Et là, ça serait pour moi le point de départ d'une resyndicalisation sur ce registre-là et d'une préparation des CHSCT, parce que la souffrance au travail, si elle est exprimée, elle peut être prise, le relais peut être pris par les représentants d'hygiène et des conditions de travail. Donc il y a toute une démarche, je crois qu'on la reprendra par la base. Alors on peut faire des démarches institutionnelles, et pareil, je sais que moi, tout n'a pas marché comme je le voulais. Hein, et c'est ce que je dis souvent, il a manqué les travaux pratiques, même s'il y a la loi. Donc il faut que l'on dise que... Mais vous pensez que c'est encore par la loi qu'on peut obtenir les choses? Parce que là, on a l'impression que... C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut les trois registres. Il faut des lois qui, quand même, évitent qu'un des partenaires sociaux, en l'occurrence le patronat, soit la composante dominante. Il faut la négociation à tous les niveaux, dans l'entreprise, dans les branches et au niveau interprofessionnel et même... En 82, j'avais proposé un mémorandum social européen, en juillet 81, à la demande de Mitterrand, pour présenter ça à Bruxelles. Ça a duré 10 minutes. Les gens se sont dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce Vous n'avez pas vraiment été suivi là-dessus. Hein. Ah ben pas du tout. Non, mais j'ai été jeté. Je n'ai pas été suivi, j'ai été jeté. Et donc, il faudrait aussi qu'on ait de la cohérence au niveau européen. L'Europe est un objet singulier et contradictoire. On dit d'une part, il faut une concurrence libre et non faussée. C'est le dogme. Néanmoins, il n'y a pas d'harmonisation sociale ni d'harmonisation fiscale. C'est un contresens absolu. Donc l'Europe est mal partie. Donc moi je pense, si vous voulez, qu'il faut des lois, de la négociation et de l'expression. Il faut les trois étages pour que tout le monde, toutes les composantes du monde du travail s'y retrouvent. Et à commencer par ceux qu'on entend peu, c'est-à-dire le salarié de base. Il faut qu'il puisse dire les choses, parce qu'à ce moment-là, le relais est pris par les syndicats et après par le politique, j'espère en tout cas. Alors à propos de non-harmonisation, j'aimerais vous montrer un petit extrait des paroles et des actes sur France 2 avec on peut appeler une intervention, une saillie de François Bayrou. Sans rien dire, le nombre d'obstacles que nous avons mis sur le chemin de tous ceux qui travaillent ou voudraient... Tiens, je vais vous donner... Vous avez tous été ministres les uns et les autres. Je vous donne un petit exemple. Ah, vous avez amené... Voilà, je vous ai amené. Ça, c'est sur le travail. Hein. Ça, c'est le Code du travail suisse. 4% de chômage. Et ça, c'est le Code du travail français. Voilà. 3000 On va éviter pages. les applaudissements, s'il vous plaît, parce que c'est pas non plus une émission de divertissement. Laissez-vous aller, François. Oui, ben voilà, bien sûr. Pour une fois. On verra ce que vous direz quand ce sera les autres. Pour une fois. Regardez, c'est illisible si on n'a pas de lunettes. François Bayrou, il y a un choc de simplification, je reprends l'expression qui a été entrepris. Mais il n'y a aucun choc de simplification. Attendez, ça va venir, c'est au début octobre. C'est ça. Voilà, c'est un effet d'annonce aussi. Alors, il vous répond, Jean-Christophe Ça fait des années qu'on nous promet. Alors, si on n'a pas j'allais dire le courage, c'est même pas du courage, si on n'a pas le bon sens de faire connaître un texte que un chef de PME, une femme d'artisan, c'est souvent elles qui font les comptes, puisse comprendre et même apprendre, savoir à peu près ce qui est écrit. Autrement, ça bloque tout. Bien. Ils ont peur, ils peuvent pas embaucher. Et donc voilà, on vous a entendu. Pour moi, le nombre d'obstacles que nous avons créés sur la route du développement du pays, ça vient de chez nous et pas de chez les autres. François Bayrou n'a pas été le seul à ainsi estimer que c'était le Code du travail français qui était responsable du chômage. Il compare un petit Code du travail suisse avec 4% de chômeurs
à la situation française avec ce code qui fait quoi, 1,4 kg. C'est un thème qu'on voit circuler partout. Est-ce que c'est une... Pour se faire l'avocat du diable, est-ce que c'est une stricte invention politique? Est-ce qu'il y a quand même un moment où l'inflation du code, alors là, pose des soucis dans l'organisation du travail? Non, alors ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de la part des gens qui prétendent que ce code du travail empêche la création d'emplois, le développement des entreprises. C'est parfaitement faux. D'abord, il y a une quarantaine de codes en France. Si vous voulez faire des images, vous les photographiez tous et vous verrez qu'ils sont tous au moins de la même épaisseur, etc. Mais là, vous allez tout le monde va vous dire c'est la maladie Mais on ne parle que de française. celui-là. On ne parle pas du code de procédure pénale, du code général des collectivités locales, du code du commerce, etc. On ne parle que de celui-là, comme par hasard. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. D'autre part, dans le code du travail, alors d'abord, le code suisse est peut-être plus simple, mais quand on parle des 120 pages et puis des 1000 pages, il ne faut pas oublier que dans le code français, dans le code proprement dit, est beaucoup moins important parce que dedans, on y ajoute la jurisprudence. Alors qu'on fasse la même chose pour le code de l'urbanisme, pour les codes que j'ai cités, et vous verrez que l'épaisseur est égale. Hein. Donc c'est vraiment... et puis là, c'est quand même la vie de tous les jours de millions de gens. Et bon, alors peut-être que parfois la jurisprudence est un peu lourde. Moi, je note quand même un clin d'œil, c'est qu'à un certain moment, avec des gouvernements de droite, il y avait eu des conflits sociaux, et que la Cour européenne de justice avait donné la jurisprudence, l'avantage aux salariés par rapport au patronat. Donc, à un moment, c'était la Cour européenne de justice qui remplaçait nos propres juridictions. Mais là, vraiment, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas lu ou qu'ils ne veulent pas le lire. Il y a quand même une question qu'on a envie de vous poser à partir de ce que vous dites là et un peu du regard rétrospectif que vous pouvez avoir sur plus de 30 ans de droit du travail et de fonctionnement des entreprises, qui est de, vous le dites bien, c'est-à-dire qu'une partie du sentiment qu'on a qu'aujourd'hui la gauche et la droite suivent, enfin la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement suivent un même agenda qui est en gros un agenda libéral porté par les organisations patronales. Même si vous, je suis bien conscient qu'il y a eu des vraies transformations de l'économie. Quand vous faites ces lois en 82, il n'y a pas une telle concurrence mondialisée telle qu'elle existe aujourd'hui. Il y a eu des transformations de l'économie, mais vous dites bien qu'aujourd'hui, une part de cette indistinction, elle joue au fait qu'il y a une panique devant le chômage de masse, devant le fait qu'on se doute bien qu'on ne va pas retrouver des taux de croissance et que même ce ne serait peut-être pas très favorable pour l'écologie. Donc qu'on ne reviendra pas à la situation des 30 Glorieuses. Et pourtant, on ne voit pas trop ce qu'on nous propose à part plus de croissance. Et du coup, la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment on reprend la main maintenant qu'il y a cette hégémonie idéologique et que de toute façon, on reste englué dans ce chômage de masse. Si vous répondez à ça, vous pourrez peut-être être renommé ministre du Travail. On part, si vous voulez, il y a un postulat dominant que c'est l'économie libérale qui va ramener la croissance, l'emploi, la prospérité. C'est un postulat. Or, c'est un postulat qui n'est pas encore tout à fait démontré. Donc, je pense, moi, qu'il faut qu'on repense, qu'on mette en valeur deux démarches. Il y a le secteur public, et puis il y a l'économie sociale. C'est-à-dire on nationalise? Non. Alors, le secteur public, ce n'est pas forcément national. Qu'est-ce que vous entendez? Si vous permettez une anecdote, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à Sciences Po, un exposé, c'était sur les conclusions du Comité national de la résistance. Il y a un volet militaire et il y a un volet social. Et donc, j'avais travaillé. Et j'ai noté, il y a une universitaire anglaise qui avait rappelé cette anecdote et qui me convient très bien. Alors, Maurice Thorez a demandé à ses mandataires dans cette commission, dans ce comité national de la résistance, de ne pas employer un mot qui était familier aux socialistes de l'époque, de nationalisation, mais de bien dire retour à la nation. Et bon, en réfléchissant, je me suis tout à fait trouvé en face parce que le retour à la nation, ce n'est pas forcément des entreprises nationales. Il peut y avoir, c'est peut-être l'ancien maire qui parle, mais aussi
une démarche d'économie publique sur le terrain, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des départements ou de ce qui en reste, ou des régions. Par exemple, il y a une structure qui a été créée en 2010, je crois, d'ailleurs votée à la fois par la droite et par la gauche, qui s'appelle les sociétés publiques locales. C'est une formule qui est copiée sur les Allemands, les Stadtwerke allemands. Ces sociétés publiques locales, ce sont des sociétés, alors ça peut faire de la culture, on peut faire des aménagements, de la gestion de l'eau, de ce qu'on veut. Donc c'est très ouvert. Le capital est celui des collectivités publiques, et ça n'est pas la fonction publique territoriale qui s'applique, c'est le Code du travail. Donc, on a des outils locaux qui pourraient être mis en place pour succéder ou se substituer à des grands groupes hyperlibéraux qui ont d'autres philosophies. Et je vous signale que les sociétés publiques locales, qui sont un prolongement d'une certaine manière des sociétés d'économie mixte, il y a des démarches qu'il va falloir engager dans d'autres domaines. Et moi, je crois qu'effectivement, là, il y a même des grandes entreprises qui commencent à se faire du souci, parce qu'ils se disent, finalement, la gestion de l'eau, ça sera fait par eux. La seule différence, c'est que leur action doit rester dans le périmètre des... Il y a eu ça, par exemple, à Paris, une remunicipalisation de l'eau. Par exemple. Mais c'est une intercommunalisation. Ça peut être même plus large. Ça peut être un département et des communes. Ça peut être 20 communes, 100 communes. Il y a l'économie. Moi, quand j'étais maire, puis j'étais maire 24 ans, j'avais développé une société, une association qui travaillait sur 120 communes pour l'aide à domicile, enfin, tout ce qui était prise en charge de 3e âge et 4e âge, sur 120 communes avec 500 salariés. Si on pense que seule l'économie libérale va nous sauver, on fait une erreur. Il faut du pluralisme, il faut des services publics, il faut des entreprises publiques à tous les niveaux. Hein, on s'est manqué en 82. On a nationalisé. On devait faire d'ailleurs une loi de modernisation du secteur public qui a disparu dans les courants d'air de la... Qu'est-ce que vous avez manqué du coup ? Comment ? Vous dites on s'est manqué en 82. Parce que cette loi de modernisation du secteur public, on a fait rentrer quelques salariés dans le conseil d'administration, mais on n'est pas allé au bout. D'accord, mais modernisation, c'est pas dans le sens où... Parce que modernisation, c'est un terme de... C'est un terme qui veut tout dire et rien dire. Modernisation du dialogue social. Oui, c'est un terme passe-partout, ça. Non, moi ce que je dis simplement, il faut d'un pluralisme, des services publics à la hauteur des besoins, des entreprises publiques, mais à tous les niveaux, aussi bien local que national. Il y a des outils. Et ce qui me fascine aussi, c'est que le monde économique, y compris tous ceux qui se disent spécialistes, ils ne connaissent pas toutes ces choses. Par exemple, les sociétés publiques locales, les groupements d'employeurs, vous en entendez parler ? Jamais. Alors, vous avez une mission à remplir. Qu'est-ce que vous pensez, pour terminer, alors justement, de la politique aujourd'hui de l'emploi menée par le gouvernement consiste à s'appuie essentiellement sur un pilier, c'est le pacte de responsabilité, oui. 40 milliards d'euros de charges consentis d'allègement de charges consentis aux entreprises. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça ne crée pas d'emploi. Toutes les études le montrent, l'expérience aussi, puisque ça fait depuis 20-30 ans que c'est un petit peu la formule que tout le monde choisit en arrivant au pouvoir. Est-ce que ça vous inspire, vous qui justement là soumettez des idées moi, je pense que... Qu'est-ce que vous pensez de cette politique-là précisément, de ces allègements de charges ? Je pense que cette politique est tout à fait insuffisante pour répondre à la fois aux attentes économiques et aux attentes sociales. Elle est monoculture, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on pense que le système libéral, plus on va le favoriser, et plus il va apporter croissance et emploi. Je pense que ça peut se faire dans une certaine mesure, mais ça ne sera pas le remède au fond. Le remède au fond, c'est la façon de faire participer tout le monde à la vie des entreprises, je peux revenir sur ce que j'ai dit, et deuxièmement, de développer le pluralisme. Et d'ailleurs, le pluralisme économique, je pense que si on disait, on fait, parce que là aussi, on pourrait faire des faveurs à l'égard, des faveurs spécifiques à l'égard du monde de l'économie sociale. Hein, quand le FMI décide d'aider un pays, on lui dit, attention, il faudra respecter quelques règles, le syndicalisme, etc. Bon.
Là, on n'a qu'à dire, si vous êtes une entreprise qui fait participer vos salariés, qui élise vos dirigeants, ben vous avez des faveurs. Et même chose pour l'économie publique locale. Donc, puisque je constate que les aides qu'on porte de façon unilatérale en faveur d'un secteur économique ne marchent pas, ben, il faut jouer sur d'autres registres. Et là, vous verrez que du coup, le monde économique libéral va dire finalement, on peut peut-être faire quelque chose. Il faut les mettre en concurrence, puisqu'ils plaident pour le libéralisme. Alors mettez-les en concurrence avec d'autres façons de concevoir l'économie. Merci beaucoup, Jean Auroux. Donc, si on comprend bien, Manuel Valls, Emmanuel Macron, François Rebsamen peuvent venir vous voir s'ils veulent avoir quelques idées pour ne pas suivre ce cap dont on voit à peu près où il nous mène. Ma porte est ouverte, ou la leur pour moi. Je peux bouger, je prends le métro très facilement, il n'y a pas de souci. Bon, ils peuvent aussi lire Jean Auroux, L'homme des lois, ce livre d'entretien que vous avez mené avec Patrick Gobert, qui dirige le Toit citoyen, le club des élus des comités d'entreprise. Merci. 70 ans cette année. Ah oui, mais je les défends becs et ongles parce que je dis, ça devrait être les coachs, les vrais coachs des chefs d'entreprise, en plus des actions culturelles et sociales, mais qu'ils participent à la définition de la stratégie de l'entreprise, à son fonctionnement, plutôt qu'on aille chercher des gourous très chers. Je crois même que ça arrive parfois dans le domaine de l'audiovisuel. On a des gourous très chers qui viennent participer à la réflexion des bureaux. Merci infiniment à tous les deux. Et nous, Rachida, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle discussion consacrée au monde du travail. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Jean.